C'est moi qui ouvre, c'est ça? Je pense que vous serez mieux là, parce que c'est vous qu'on est venu voir. Donc ce serait quand même vraiment dommage que vous soyez sur le côté. Et puis on vous laissera après. Voilà. Bien, Monsieur le Président de la Société des membres de la Légion d'honneur, la section de Loire-Atlantique, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir choisi l'hôtel de région pour ce grand moment qui nous permet d'accueillir l'amiral Rogel chez nous, parmi nous. Et puis me féliciter avec vous et avec mon collègue Laurent Dejoie, vice-président de la région, et au nom de Christelle Morancet, notre présidente, du grand succès, au-delà du succès d'estime, mais du succès populaire important de cette première réunion pour votre association, Monsieur le Président, dans ce lieu. Donc bravo, on s'en réjouit beaucoup. Et on s'en réjouit d'autant plus que nous avons eu la joie d'accueillir à Nantes, il y a quelques semaines, l'amiral Rogel à l'occasion des Assises de la mer. C'était une des stars des Assises de la mer, qui a eu malheureusement trop peu de temps pour nous expliquer tout ce qu'il avait à nous dire, puisqu'il a fallu laisser un temps beaucoup plus long au président de la République, qui prend naturellement beaucoup plus de temps. Donc évidemment, personne ne pouvait lutter, mais c'était salutaire qu'on puisse vous accueillir, amiral, à nouveau ici. Donc je suis heureux d'accueillir au nom de la présidente vous tous, et puis il y a quelques personnalités amies qui sont ici présentes. Madame la ministre Elisabeth Hubert, on est heureux de t'accueillir ici dans ces locaux. Je vois André Triard qui est là, je vois le capitaine de vaisseau Philippe Petit-Didier comme Nantes, et puis tant d'autres amis, habitués d'ailleurs parfois de cet hémicycle pour des questions qui touchent aux questions de la défense, puisque nous avons avec Comar Nantes et avec l'IHEDN, je vois des illustres représentants ici, l'occasion de nous réunir souvent, débattre de sujets d'importance pour notre pays, des questions stratégiques comme nous en avons l'occasion ce soir. Alors amiral, on vous reçoit aujourd'hui sur une île, l'île de Nantes. C'est pas tellement ce genre d'île que vous avez croisé dans votre carrière, mais vous êtes ici sur une île dans laquelle un de nos grands prédécesseurs, illustre serviteur de l'État aussi, Olivier Guichard, a décidé d'ancrer le symbole de cette région Pays de la Loire, qui n'est pas une grande région historique, mais qui est une grande région peuplée de gens de l'Ouest, qui savent regarder vers l'intérieur des terres. Et donc ici, on est à la pointe orientale de cette île, vers le Maine-et-Loire, vers la Mayenne, vers la Sarthe, où nous allons retrouver, en direction de Paris, nous étions avec Laurent au Salon de l'Agriculture ces quelques jours, évidemment, avec des gens vraiment attachés à leur terre, et qui ont su développer un attachement à notre pays, et puis aussi à une innovation importante. Et on retrouve notamment des tas de petites villes industrielles, y compris engagées dans l'industrie de défense. On peut penser à Thalès, à Cholet, pas très loin d'ici. Et puis à l'autre bout de notre île, côté occidental, au début de l'estuaire, au début de l'autorité qui est déjà sous l'autorité du préfet maritime, en concurrence de notre préfet de région qu'on aime beaucoup et qui va venir tout à l'heure. Là, on a l'ouverture de l'estuaire, la Loire-Atlantique et la Vendée, les grands espaces, une habitude très ancienne chez nous de regarder très loin, avec des aventures y compris humaines qui sont importantes et qui forgent les caractères. On peut évidemment évoquer le Vendée Globe, mais au cœur aujourd'hui des enjeux pour notre pays qui sont très très importants, des enjeux liés au grand port. C'est pas par hasard non plus qu'ici siège notre présidente, mon cher Laurent, élu de la Sarthe et qui a tenu, parce que c'est un élément fort de nos enjeux ici des Pays de la Loire, à être présidente du conseil de surveillance du grand port maritime. Elle n'était pas évidemment prédisposée, mais c'est évidemment un sujet qui est extraordinairement important. Question d'innovation, question de transition énergétique, question de défense aussi, puisque nous allons avoir la joie d'accueillir la construction du nouveau porte-avions, enfin, du futur porte-avions de nouvelle génération, et puis des préoccupations qui sont aux dimensions du monde à partir de notre petite région périphérique européenne, mais près du grand large. Alors c'est de ces sujets dont vous nous allez parler. Ici, c'est des habitants des Pays de la Loire qui vous accueillent. Si l'histoire parcellaire de notre région, la Vendée, l'Anjou, partie de la Bretagne, font des identités plus fortes que celles des Pays de la Loire, nous avons en revanche en commun une manière d'être, une forme de souplesse de l'Ouest que vous, en bon breton, vous connaissez aussi un peu,
et qui font les bonnes équipes pour les bons esprits d'équipage. Voilà. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir, Amiral, et très honoré que vous ayez accepté de venir pour la Société des membres de la Légion d'honneur. Merci. Messieurs les vice-présidents de la région, amiral, chers amis, chers étudiants, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Merci pour votre accueil, parce que c'est la première fois que nous sommes ici pour une conférence dite de rayonnement dans ces locaux, mais vous nous avez déjà accueillis pour une autre manifestation qui était très intéressante et qui fait partie des activités de la SMLH. C'était avec l'Ordre national du mérite et la Fédération de sport adapté, la remise de diplômes à des jeunes sportifs handicapés mentaux. Et on avait été très bien reçus et cette cérémonie-là avait été très importante. Alors là, vous avez dit pas mal de choses, monsieur le vice-président, sur les Pays de la Loire, la mer, les enjeux. Vous avez parlé bien sûr des départements plutôt situés à l'est et puis l'ouverture sur l'ouest. Alors l'ASMLH 44, c'est une des sections de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui est une association nationale qui regroupe à peu près la moitié des décorés. Donc c'est une association qui tourne autour de 32 000 adhérents, donc ce qui est énorme, et elle est divisée en sections, une par département en gros, hein. Et puis ensuite, alors évidemment pas dans le Pays Basque, hein, puisque vous avez Pays Basque et Soult, donc en 64 il y a 2 sections. Et chaque section est divisée en plusieurs comités. Bon. Les actions de la SMLH. D'abord, puisque ça s'appelait Société d'entraide, je fais un petit rappel, hein. Société d'entraide, elle a été créée en 1921, à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, essentiellement pour venir en aide aux décorés, qui étaient nombreux, mais qui malheureusement étaient souvent blessés, se retrouvaient sans travail et pour beaucoup avec des difficultés financières. Donc il y a eu toute une entraide qui s'est construite autour de ça. Bon, là, les choses ont évolué, bien entendu, et la SMLH a pas mal d'objectifs d'ouverture vers l'extérieur, de diffusion, d'aide à différents niveaux, à des jeunes méritants, à des un peu plus vieux méritants aussi, l'aide à l'apprentissage, puisqu'il y a un prix de l'apprentissage tous les ans qui est organisé, et nous, SMLH 44, nous le faisons depuis 2 ans et nous continuons. Donc c'est pour récompenser des jeunes qui sont inscrits dans un parcours d'apprentissage. Autre possibilité, bien entendu, c'est ouverture vers les sportifs handicapés, je viens d'en parler, et puis une ouverture vers les jeunes. Ça, c'est complémentaire aux actions précédentes, et ça, c'est très important, et je suis très content de voir ici beaucoup d'étudiants. Je suis moi-même ancien président de l'université, et c'est très important pour nous de s'ouvrir vers un public jeune. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui êtes l'avenir de notre pays, et donc les conférences dites de rayonnement, elles sont destinées à tout public, nos sociétaires bien entendu, mais aussi c'est ouvert à toutes et à tous. Et je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne sont pas adhérents à notre association. Donc ce degré, cette ouverture est importante. Alors, nous avons aussi d'autres actions, mais c'est un peu plus difficile à réaliser parce qu'on en prend tous de l'âge. Et il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, l'entraide envers nos anciens, puisque je crois que la moyenne d'âge de notre association doit être à 77 ou 78 ans. Donc, comme on a aussi des jeunes, on a beaucoup de
sociétaires qui prennent de l'âge et il faut prendre soin d'eux, prendre de leurs nouvelles, les réconforter. Donc voilà un petit peu très brièvement nos actions. Et non, vous dérangez pas, je vais les récupérer. Trop tard. Ah oui, surtout ici, parce que bon. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Et avant tout, je voulais vous remercier toutes et tous, puis bien sûr remercier l'amiral Rogès d'avoir accepté de venir vous présenter un certain nombre de choses, les grands enjeux stratégiques actuels, sachant qu'il va vous le dire, il a une longue expérience, puisque vous avez commandé des navires, et puis vous avez eu des fonctions au cabinet de deux présidents de la République. Les conférences de rayonnement, nous en faisons un certain nombre et je vais donner la parole à Jean-Claude Empereur qui est au sein de notre section le responsable de cette action. Merci encore. Bien, chers amis, merci Yves de me donner la parole pour la présentation de notre politique de rayonnement. Vous me permettrez de dire que j'ai une certaine émotion de me retrouver ici, puisque j'ai siégé pendant 6 ans dans cet amphithéâtre, il y a déjà un certain nombre d'années. Nos conférences de rayonnement vont reprendre. La conférence de ce soir est la 23e. Elles vont reprendre, elles ont été interrompues pratiquement pendant 3 ans à cause du Covid. Et nous allons maintenant reprendre le rythme de 3 conférences par an. D'ores et déjà, je peux donc vous indiquer très rapidement les 3 prochaines pour l'exercice 2024. Il y aura une conférence du général Lamballe, qui est un spécialiste de la région pakistanaise, indo-pakistanaise, Afghanistan, qui a écrit un livre récemment sur les Pashtuns et qui nous fera une conférence sur le titre suivant, Pakistan et ses voisins, vers une confrontation globale. Point d'interrogation. Ensuite, le président de la Cour administrative d'appel, M. Couvert-Castera, nous parlera du rôle de la juridiction administrative, qui est très peu connue, mais dont l'activité se développe beaucoup, du fait des problèmes d'immigration, des problèmes de liberté publique et aussi des problèmes d'environnement. C'est un domaine qu'il connaît parfaitement, puisque notamment la Cour administrative d'appel de Nantes a suivi l'affaire des éoliennes depuis ses origines. Enfin, 3e conférence, ce sera un journaliste que certains d'entre vous connaissent sans doute bien, qui est un grand journaliste de télévision et de radio, qui est Vincent Hervouet, qui est en plus un Nantais, et qui viendra nous faire part, à la fin de l'année sans doute, de la façon dont il voit le paysage, ce qu'on appelle le PAF, dont il le voit et qui nous parlera aussi des relations internationales actuelles, de la situation actuelle, dont il est un grand spécialiste. Voilà pour les 3 conférences à venir, et il y en aura d'autres, bien sûr, plus tard. Deuxième point que je voulais évoquer, un problème purement d'organisation. La conférence de l'amiral Rogel ce soir est filmée intégralement. Elle sera donc disponible sur YouTube, elle sera disponible pour les adhérents de la SCVLH, ce qui, comme le rappelait le président tout à l'heure, est très intéressant, puisque on a une dimension quasiment planétaire, et elle sera disponible pour le grand public, effectivement, puisqu'elle sera diffusée dans la chaîne YouTube. Les questions, en revanche, ne seront pas filmées, je le précise également, parce qu'il y a d'une part des problèmes de droit à l'image qui sont assez complexes à réaliser, et surtout parce que la demande de l'amiral, il a souhaité, il a raison, que le maximum de spontanéité se déroule au cours de cette partie du débat. Donc vous pouvez poser les questions que vous souhaitez poser, et avec la plus grande liberté qui soit, mais je précise bien, ces questions ne seront pas filmées. En revanche, la conférence le sera. Enfin, je terminerai en vous rappelant aussi qu'à la fin, il y a un verre de l'amitié qui est offert par la région, au cours de laquelle l'amiral dédicacera son livre pour ceux d'entre vous qui vous allez procurer. Enfin, dernier point, je dirais, on ne présente pas l'amiral Rogel.
On ne présente pas l'amiral Rogel, tout le monde connaît son parcours. Ceci d'autant plus, et ça m'a beaucoup frappé dans votre livre, amiral, c'est qu'il y a une espèce de coïncidence permanente entre le déroulement très régulier, marche après marche, comme vous le disiez l'autre jour, dans votre carrière et les crises du monde. Ceci m'a toujours paru, et ça ressort beaucoup de vos mémoires, en tout cas de votre livre. La deuxième raison, c'est que celle-là, personnellement, j'y suis très sensible. Vous êtes ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État, et aujourd'hui, où le sens de l'État et également l'intérêt que l'on a au problème de la nation semble se dissoudre un peu, si l'on en croit nos médias. Cela fait chaud au cœur, et je parle surtout pour les jeunes générations, de voir que vous avez devant vous quelqu'un qui a servi l'État pendant 40 ans et qui en connaît tous les rouages et qui sait avec précision comment ça fonctionne et aussi, malheureusement, comment ça dysfonctionne. Donc ça, c'est un premier point, c'est une réflexion d'ordre sociétal. La deuxième raison, c'est qu'il y a une raison, en quelque sorte, géopolitique. J'ai été très frappé de l'expression que vous avez utilisée l'autre jour au cours d'une interview dans un quotidien. Vous dites « nous sommes les voisins du monde ». Nous sommes les voisins du monde. Je trouve que c'est une expression extrêmement forte, extrêmement importante, que nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes les voisins du monde parce que nous rayonnons grâce, non pas aux Outre-mer, comme on dit aujourd'hui, mais grâce à la France d'Outre-mer, nous rayonnons sur l'ensemble de la planète. Nous sommes voisins du Canada, nous sommes voisins du Brésil, nous sommes voisins de l'Australie, nous sommes voisins du Mexique et de bien d'autres. Et ceci est pour nous un élément extrêmement important pour notre rayonnement, notre puissance, notre culture et pour la motivation, je dirais, de l'ensemble de notre nation pour lui montrer qu'elle a encore, contrairement à ce qu'on dit, un rôle majeur à jouer dans ce monde pour peu qu'on s'y intéresse. Et dans ce domaine, je dirais que la marine, évidemment, a un rôle essentiel à jouer. Voilà les quelques points que je voulais souligner en vous remerciant tous d'être là ce soir. Hein, et je retrouve là aussi de vieux amis. Hein, et puis, en vous disant aussi que nous attendons vos questions, nous attendons un débat aussi fructueux que possible. Juste un petit détail, j'ai oublié de vous dire, veillez à ce que vos téléphones portables soient fermés. Je vous remercie de votre attention. Oui, monsieur le préfet nous a dit qu'il viendrait nous saluer. Donc on ne va pas commencer la conférence de l'amiral Rogel. Il doit arriver à l'admis comme c'est quelqu'un de ponctuel. Donc on va profiter de cet intermède, non pas musical, mais temporel. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas sur la SMLH. Hein, je suis prêt à vous répondre, ou mes collègues qui sont ici. Bon, d'habitude, il y a des gagmen, mais... Pardon il y a des gagmen dans les shows bien préparés. Là, on n'avait pas prévu. Ah, si c'est le quart d'heure nantais... Bon, d'accord. Donc on démarre et on fera une pause. Merci amiral, vous avez la parole. Merci. Monsieur le vice-président de région, monsieur le président de la SMLH 44, je suis très heureux d'être à Nantes ce soir, non, pas seulement parce que j'ai eu un petit sentiment de frustration la dernière fois que je suis venu, quand on m'a demandé de parler des enjeux géostratégiques mondiaux en 10 minutes, ce qui est quand même un exploit que j'ai tenu, mais je tenais
revenir développer un petit peu. Alors, vous savez, je viens de Brest pour cette conférence. Je suis brestois, donc du bout de la Bretagne. Et quand j'ai dit à certains camarades que je venais à Nantes, on m'a dit surtout ne leur parle pas du rattachement de Nantes à la Bretagne, ça va les énerver. Donc je ne vous en parlerai pas, j'irai simplement demain faire un pèlerinage au château des Ducs de Bretagne pour me souvenir de cette période. Non, je suis très content également parce que Nantes est un port maritime, vous l'avez souligné. C'est un port où j'ai eu l'occasion dans ma carrière de voir des plaques de bâtiments qui avaient été construits ici et à Saint-Nazaire. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans la culture maritime. Mon ambition aujourd'hui, c'est donc de vous parler des nouveaux enjeux géostratégiques, vaste programme. Je vais essayer de tenir les 40-45 minutes qu'on m'a donné pour laisser de la place ensuite aux questions. Et avant de débuter cette conférence, ou en introduction de cette conférence sur les nouveaux enjeux géostratégiques, je voudrais remonter un peu dans l'histoire parce que, comme vous l'avez dit, cher Jean-Claude, il faut se rappeler d'où on vient pour savoir où on va aller. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai traversé, finalement, le livre que j'ai écrit, c'est l'histoire d'une longue traversée de l'histoire de notre pays et de notre marine, et c'est mon histoire personnelle aussi. Et il est important de réancrer toute notre analyse d'aujourd'hui sur ce qui s'est passé dans le passé. Quand je suis rentré dans la marine en 1976, ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, nous étions en pleine guerre froide. Notre pays vivait sous la menace du pacte de Varsovie et tous les jours on vivait sous cette menace conventionnelle mais nucléaire également. Notre peuple et nos politiques avaient connu la guerre et n'étaient pas effrayés par cette notion. Donc on était dans un état d'esprit qui était celui d'une compréhension du monde de la conflictualité. Tout cela s'est effondré, heureusement, dirait-on, en 1990 avec la dislocation de l'Empire soviétique qui a vu s'opérer donc un changement géostratégique profond. La menace russe semblait définitivement enterrée. Qu'en relisant d'ailleurs les analyses stratégiques de cette époque, la seule question qui se posait, c'est jusqu'à où la Russie va-t-elle se désintégrer ? Tout ça pour dire que quand on fait des analyses géostratégiques, il faut parfois être très, très humble dans cette analyse. La Chine, on voyait bien son éveil économique, mais en réalité personne ne percevait qu'elle allait devenir aussi rapidement, une puissance mondiale. Et finalement, on s'est retrouvé dans une période qui était celle, pour les plus anciens d'entre nous, que l'on a connue sous le terme de dividende de la paix. C'est-à-dire que les gens étaient tellement rassurés que cette menace permanente russe et du pacte de Varsovie est disparue, que finalement, il y a eu une espèce d'assoupissement, ce que j'appellerais un assoupissement stratégique dans notre pays et dans les pays occidentaux, en disant que finalement il n'y avait plus de menace existentielle à nos frontières. Tout cela a fait, cet assoupissement stratégique que j'évoquais, a fait que finalement l'idée de la guerre s'est un peu éloignée des esprits, que le budget de la défense qui avait été érigé par le général de Gaulle lors de son discours de Bayeux en 1946 comme première raison d'être de l'État, finalement au cours de ces années de post-guerre froide est devenu non pas la première raison d'être de l'État, mais un mal budgétaire nécessaire. Je dois reconnaître qu'on a gardé quand même un certain nombre de capacités, et fort heureusement. Mais en tout cas, on voit bien qu'on n'était plus dans... On se sentait en paix. Et d'ailleurs, ce qui est assez caractéristique de cette période post-guerre froide, c'était qu'on était dans un monde qui était géré dont les crises étaient gérées par l'Organisation des Nations Unies, avec la bienveillance de la seule superpuissance qui était les États-Unis d'Amérique à l'époque. Donc à la confrontation face à face avec un bloc soviétique succédait une multiplication de crises qui étaient liées d'ailleurs pour la plupart d'entre elles
à cet effondrement de l'Empire soviétique, les Balkans, dans les années 95-2000, et puis des crises qui étaient liées à l'avènement d'une nouvelle menace qui était la menace terroriste. Donc dans ce monde post-guerre froide, globalement, la conflictualité, ou du moins la dominance militaire appartenait à l'Occident. J'ai employé ce terme que j'aime pas beaucoup, mais qui est pratique pour regrouper les États-Unis et l'Europe. Donc il y avait une domination militaire de ces pays, et finalement la guerre s'est éloignée des préoccupations immédiates de nos concitoyens. Je crois que, je suis convaincu même que cette période est définitivement terminée, et que finalement ce modèle qui avait été le modèle post-guerre froide et qui avait structuré les relations internationales et les questions de sécurité à la fin de la guerre froide est définitivement arrivé à son terme. Notre monde est en profonde recomposition stratégique, il est en bouleversement, il évolue très vite, et cela sous l'effet de ce que je vais appeler 6 tendances lourdes qui étaient, il y a une dizaine d'années, des ruptures qui aujourd'hui sont devenues des tendances lourdes. Alors bien sûr, il y a des phénomènes de continuité, des facteurs de continuité, comme la persistance du terrorisme islamiste, ou bien la recomposition démographique du monde, qui est également un sujet. Je rappelle qu'au XIXe siècle, l'Europe pesait 25% de la démographie mondiale. Aujourd'hui, elle est à moins de 8%. Donc on voit bien que cette recomposition démographique continue. J'ai longtemps hésité à mettre le changement climatique et le dérèglement climatique dans les facteurs de continuité, mais vous verrez que je vais les mettre plutôt dans les facteurs de rupture. Donc, 6 grosses ruptures, 6 grosses tendances qui vont recomposer le monde et qui vont être les nouvelles tendances géostratégiques d'aujourd'hui. Ah, ça marche. Si, voilà, ça marche. Alors, la première tendance, qui est illustrée sur cette planche, c'est le retour des stratégies de puissance et la fin de la domination occidentale. On voit bien aujourd'hui que ce retour des stratégies de puissance est effectif. On est en train de passer du multilatéralisme et du dialogue au profit de la politique du fait accompli et du rapport de force permanent. Alors, on a quelques acteurs de ce rapport de force sur cette planche. Celui du centre qui a restructuré ses relations internationales en affaires de business, c'est M. Trump, qui est, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, je peux vous assurer qu'il a un sens des relations internationales assez particulier, et lui, il est dans le business permanent, c'est-à-dire en gros, si je vous donne quelque chose, il faut que ça me rapporte quelque chose. Dans les autres perturbateurs, on a évidemment aujourd'hui, c'est facile de le dire, on a Vladimir Poutine, mais on a aussi en quelque sorte le président Erdogan qui a une attitude assez ambiguë et qui regarde à la fois vers l'Occident, vers l'Orient, vers le Nord et vers le Sud, qui achète des missiles, des systèmes de défense anti-aériens aux Russes alors qu'il fait partie de l'OTAN, qui combat l'État islamique, mais qui en même temps combat les Kurdes, qui sont les premiers combattants anti-État islamique, qui attend d'intégrer l'Europe, ou en tout cas d'aller vers une plus grande coopération avec l'Europe, mais qui vient forer avec ses navires de prospection dans les zones économiques chypriotes et grecques. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'ONU a de plus en plus de mal à se faire entendre, elle a de plus en plus de mal à être l'arbitre des contentieux du monde, et que finalement, sous l'impulsion de quelques leaders, eh bien, le rapport de force s'installe, la politique du fait accompli s'installe. Alors, on m'a souvent dit dans les conférences, mais tout ça est arrivé en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je ne le crois pas. Je crois que ce changement de paradigme, ce retour des stratégies de puissance, il est arrivé plutôt dans les années 2010-2015, et avec un certain nombre d'événements. L'annexion de la Crimée par la Russie, c'est en 2014, c'était quand même un premier signe de cette stratégie de puissance, mais aussi comme ce que vous voyez en bas, alors je ne sais pas si
va marcher, mais ce que vous voyez en bas, en bas à droite, qui est ce qu'on appelle la polarisation des îles de mer de Chine, et bien c'est simplement la Chine qui, devenant une puissance militaire importante, a décidé que ces îles lui appartenaient et de cailloux qui étaient perdus au milieu de l'eau, qui étaient réclamés par toutes les puissances locales, et bien ils en ont fait des bases navales ou des bases aériennes. C'est ce qu'on voit sur cette photographie. Donc on voit bien que l'époque est marquée par un affaiblissement considérable de l'ONU. On voit bien que ces stratégies de puissance arrivent. Dans la période précédente, il n'y avait pas une crise qui se fasse sans que l'ONU adopte une résolution. Aujourd'hui, on voit des faits militaires qui se passent sans que l'ONU soit consultée. La deuxième chose qui illustre ce retour des stratégies de puissance, c'est le chiffre des budgets de défense mondiaux. Ces budgets de défense mondiaux, rappelez-vous, pour ceux qui l'ignoraient, ils étaient de 1500 milliards de dollars US au plein cœur de la guerre froide, c'est-à-dire au moment de la confrontation la plus dure avec le pacte de Varsovie. Aujourd'hui, il est à 2240 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il a pratiquement doublé, pas tout à fait, il est monté d'un tiers pendant cette période-là, de 90 à 2020. Là où on voit également ce retour des stratégies de puissance, et ça c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir les traités déchirés ou violés les uns après les autres. Alors je vous ai mis sur cette planche un certain nombre de ces traités. Tout partie concerne les traités de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie. Le traité New START, qui limite le nombre d'armes nucléaires déployées, a été suspendu en 2023 par la Russie. Le traité ciel ouvert, un peu plus tôt, le traité ciel ouvert, c'était ce qui permettait de survoler les pays de manière innocente, comme on dit, pour aller vérifier leurs installations de défense. Le traité force nucléaire intermédiaire, a été également banni, alors non pas par les Russes, mais par les Américains en 2019. Le traité force nucléaire intermédiaire, c'était ce qui avait été adopté après la crise des missiles Pershing SS-20 que les plus anciens ont connu, c'est-à-dire la non-bataille nucléaire en Europe. Donc ce traité, il a été supprimé par les Américains en prétendant que les Russes ne le suivaient pas. Et puis on pourrait continuer la liste comme ça, avec Montego Bay. Alors Montego Bay, je lui ai mis une bouée de sauvetage et non pas une croix, parce qu'en fait, il est violé assez régulièrement en mer de Chine, dans l'est de la Méditerranée. Il n'est pas suspendu, normalement, mais il est largement interprété. Donc il n'a pas droit à la croix, mais à la bouée de sauvetage. Et on voit aussi le traité sur les forces conventionnelles en Europe, le Joint Comprehensive Plan of Action, qui est le traité qui avait été signé pour persuader l'Iran de ne pas aller vers le nucléaire. Donc on voit finalement que tous ces traités, en 5 ans, eh bien, il y en a beaucoup qui ont été soit abrogés, soit déchirés, soit violés. Et ça, c'est une préoccupation, parce que ça rejoint ce que je disais sur l'affaiblissement de l'ONU. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, un traité, c'est la parole que donne un dirigeant, et un dirigeant, 10 ans plus tard, n'est pas tenu de le respecter. Et ça, c'est quand même inquiétant dans la période, préoccupant dans la période actuelle. Donc on voit bien que ce retour des stratégies de puissance, il s'accompagne aussi d'une nouvelle lecture des stratégies nucléaires. On le voit aujourd'hui, on l'a encore vu ces jours-ci par les déclarations de Vladimir Poutine, qui mélange dangereusement dissuasion et intimidation. Dans l'ordre précédent, de la dissuasion, c'était l'emploi des armes nucléaires dans des cas de légitime défense extrême. C'était ce qu'on appelait il y a un peu de temps l'équilibre de la terreur. Et le fait qu'aujourd'hui, ils emploient ces armes non pas pour dissuader, mais pour intimider,
le message de Poutine, il est clair. Je ne sais pas comment il a interprété dans les cénacles médiatiques, mais en tout cas, pour moi, le message, il est je me sens en infériorité numérique par rapport à l'OTAN, parce qu'il n'y a pas photo entre les forces russes et les forces de l'OTAN, donc je brandis la menace nucléaire. Alors c'est pas pour ça, je vous rassure, qu'il y aura une guerre nucléaire demain. Tout ça, c'est de la dialectique entre États. En revanche, ce qui est plus embêtant, c'est qu'en faisant ça, en s'éloignant du concept de dissuasion, eh bien, il donne tous les arguments du monde à des pays comme l'Iran et la Corée du Nord pour dire, finalement, puisque ça marche avec lui, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Donc, on est dans cette période que j'appelle le retour des stratégies de puissance, où finalement, on passe d'une période qui était la période post-guerre froide, qui était une période pendant laquelle on voulait maintenir la paix, c'était les opérations de l'ONU, c'était la préservation de la paix et le maintien de la paix, et on est en train de glisser vers une période où finalement c'est plus la préservation de la paix, mais l'empêchement de la guerre. Et ça c'est quand même un peu différent. On est en train de faire ce glissement-là, avec une conséquence qui est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de diplomatie sans affichage de la force. Finalement, on revient à la fameuse phrase de Teddy Roosevelt, « Speak softly, but carry a big stick », c'est-à-dire vous pouvez parler gentiment, mais il y a toujours un gros bâton avec vous. Et c'est ce dialogue-là qui est en train de se faire. Donc, retour des stratégies de puissance, et dans le même temps, un choc de ce que j'appelle le choc des titans, le choc des États-Unis et de la Chine, qui représente à eux deux 40% du PIB mondial, qui représente à eux deux 40% des émissions de gaz à effet de serre, et qui représente à eux deux 1000 milliards de dépenses militaires par an. J'aurais pu rajouter d'ailleurs en petite ombre l'Inde, qui est en train de monter beaucoup. Je ne pense pas que l'Inde arrivera au niveau de la Chine dans les 20 ou 30 ans qui viennent, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés structurelles, mais en tout cas on voit qu'ils sont en train de monter. C'est la première démographie mondiale, ils rentrent dans le top 5 des économies mondiales. On voit bien que c'est une puissance qui est en train de monter. Donc si vous voulez, pour faire un petit tour d'horizon de toutes les puissances, les États-Unis d'abord. Les États-Unis, alors il suffit de regarder les informations ou de lire les journaux pour voir combien ils commencent à avoir une relecture auto-centrée de leurs intérêts. Sous l'ère Donald Trump, c'était très flagrant. Son slogan d'ailleurs de America First veut tout dire. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, Européens, c'est ce qu'on appelle le pivot asiatique. C'est-à-dire que face à la montée de la Chine, je reviendrai sur cette montée un peu plus tard, face à la montée de la Chine, finalement les États-Unis se tournent plus aujourd'hui vers l'océan Pacifique et l'Asie que vers l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se désintéresser de l'Europe, et on le voit aujourd'hui avec ce qu'ils font pour l'Ukraine, ou ce qu'ils devraient faire pour l'Ukraine, mais en tout cas leur préoccupation principale n'est plus l'Europe, leur préoccupation principale c'est l'Asie. Et d'ailleurs, on a vu, puisqu'on parlait de marine un peu plus tôt, on a vu passer un certain nombre de bâtiments des flottes atlantiques et de Méditerranée vers le Pacifique pour contrer la montée en puissance de la Chine. J'y viendrai. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, en tout cas, ça me paraît une tendance assez forte. Ils sont dans une relecture auto-centrée de leurs intérêts. Ils sont dans ce pivot asiatique. Et c'est la raison pour laquelle ils vont nous demander de plus en plus ce qu'ils réclament depuis 30 ans, qui s'appelle le burden sharing, c'est-à-dire le partage du fardeau. Ils vont nous demander d'être beaucoup plus présents dans les affaires de défense et de sécurité. Alors pendant que nous, on s'était assoupis stratégiquement dans la période précédente, ils vont nous demander d'être beaucoup plus présents, et leur appel à monter les budgets de défense des pays de l'OTAN à 2%, qui est aussi il y a une petite arrière-pensée économique, puisque on est leur premier marché d'armement dans l'OTAN. Quand je dis on, c'est les pays de l'OTAN. Donc, mais en tout cas, ils auront une attitude qui sera passablement différente. J'espère que les menaces de M. Trump sur son retrait de l'OTAN sont factices.
connaissant le personnage, j'en suis pas certain. Donc là aussi, tout ce qu'on considérait comme acquis dans la période précédente, eh ben, il faut falloir les remettre en question, en tout cas les re-questionner. Je reviendrai à la fin sur l'Europe de la défense, mais on voit bien qu'aujourd'hui, même ça, c'est en train de bouger, ou ça pourrait bouger. Dans le deuxième pays qui est extrêmement impressionnant et qui entraîne derrière lui toute la plaque stratégique indo-pacifique, c'est la Chine. La Chine a une vraie stratégie mondiale qu'elle a dévoilée d'ailleurs en 2013 avec ce que vous pouvez voir sur la planche qui s'appelle les nouvelles routes de la soie, en anglais Belt and Road Initiative, et qui est finalement comment développer son réseau commercial, d'abord commercial, c'est la raison en tout cas qu'ils mettent en avant, donc par des routes maritimes en bleu, par des routes terrestres en rouge. Moi, j'aurais dû rajouter mais j'ai pas trouvé comment les mettre, les routes de la soie numérique, puisqu'ils ont également des routes de la soie numérique pour imposer leurs normes et leurs standards en particulier. Donc on voit que la Chine, qu'on a encore une fois souvent trop longtemps considérée comme une puissance régionale, eh bien, est en train de prendre une ampleur mondiale. Ces routes de la soie, ce sont des routes économiques, c'est des routes qui nous arrangent également, hein, puisque on est des grands fournisseurs, des grands consommateurs des produits chinois, mais ce sont, je ne vais pas dire d'abord, mais ce sont en même temps de formidables facteurs d'influence, et ce sont de formidables, alors je ne sais pas quel terme je pourrais employer, un formidable facteur de vassalisation budgétaire des pays qui émargent aux routes de la soie. C'est-à-dire que bon nombre de pays dans lesquels ils construisent des infrastructures par des entreprises chinoises, avec du matériel chinois, eh bien, se retrouvent endettés vis-à-vis de la Chine. Il y a des pays africains, Djibouti pour ne pas le nommer, qui a un taux d'endettement absolument colossal vis-à-vis de la Chine. Alors pour faire ça, pour protéger ces routes de la soie, pour étendre cette domination, pour aussi asseoir sa domination sur les mers de Chine qui, pour eux, leur donnent de la profondeur stratégique, eh bien la Chine a commencé une modernisation, un élargissement de sa marine tout à fait extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller en 2014 faire une visite officielle en Chine en tant que chef d'état-major de la marine. Ils m'ont ouvert beaucoup de portes. J'étais un des rares chefs d'état-major de marine à avoir pu visiter leurs porte-avions, leurs sous-marins et leurs frégates modernes. Quand on parle de l'affaiblissement de l'influence de la France, moi je ne l'ai pas perçu en tout cas, puisque seul l'Américain avait eu ce privilège-là avec moi. Donc, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'était une marine qui était moderne, une marine qui montait en compétences opérationnelles, et puis une marine qui avait des ressources humaines importantes. Le peuple chinois peut fournir beaucoup de marins, mais en plus des gens compétents. C'est-à-dire le commandant du porte-avions avait fait une université britannique, si mes souvenirs sont bons, et il m'a proposé, en arrivant à bord, de faire une conférence à cœur ouvert, si je puis dire, comme celle qu'on fait ce soir, avec son état-major. Ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à voir des commissaires politiques partout, et en fait, je me suis retrouvé face à des marins qui auraient pu être ceux de la marine nationale française. Donc, pour faire monter en puissance cette marine, ils ont mis l'accent, bien sûr, sur les capacités, mais ils ont mis aussi l'accent sur le personnel. Il y a quelque chose qui n'a pas échappé au sénateur Triard, grand connaisseur des affaires maritimes. Dans son livre blanc de 2015, la Chine a clairement annoncé cette nouvelle priorité donnée à la mer, pas seulement à la mer d'ailleurs, parce que je reviendrai tout à l'heure, à la mer, à l'espace et au cyber, mais par une phrase très claire en disant la mentalité traditionnelle selon laquelle la terre prime sur la mer doit être abandonnée. Donc on voit bien que cette expansion mondiale, il l'assume, et il l'assume d'autant plus que, alors qu'il n'était pas dans les années 90 dans le top 8 des marines mondiales, mais aujourd'hui ils sont à la 2e place, on passe de concurrencer la marine des États-Unis, ils ont déjà dépassé en nombre de bâtiments, pas encore en tonnage, pas encore
en capacité opérationnelle, mais ils sont à la 2e place des marines mondiales avec 1 500 000 tonnes, ce qui est absolument colossal. C'est-à-dire qu'en gros, entre 2010 et 2020, ils ont construit une fois la marine française tous les 3 ans. Alors on pourrait dire ils vont trop vite, bien non, je vous assure. Ils y arrivent et ils se développent. Alors ils ont, par cet élan, par cette volonté de développer leur marine, par leur volonté affichée d'être légale de la marine des États-Unis en 2049, et ils ont entraîné derrière eux évidemment tous les pays de la plaque stratégique Indo-Pacifique, le Japon, le Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, qui figurent tous dans le top 8, pas Taïwan est à la 9e place, mais les autres figurent tous dans le top 8 des marines mondiales, et on en chassait les marines européennes, à l'exception de la Royal Navy britannique et de la marine nationale française. Donc on voit bien, là aussi, ce réarmement, cette redistribution mondiale du pouvoir militaire qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire qu'on est passé d'une période où on avait la domination militaire totale à une période où finalement tout ça s'équilibre s'équilibre et puis monte toujours en puissance. C'est-à-dire que ce régime-là, il n'est pas encore stabilisé. Pour vous donner une vue rapide, on voit sur cette planche le réarmement naval mondial, et vous voyez les parties en rouge, ce sont les flottes en devenir à l'horizon de 2030, c'est-à-dire demain, et on voit que tous les pays de la plaque indo-asiatique sont en train de monter en puissance. Un mot sur la Russie. La Russie a toujours fait l'effort depuis la fin de la guerre froide de conserver une flotte sous-marine d'excellence, et c'est le cas. Aujourd'hui, on les voit revenir à un taux de déploiement et un nombre de sous-marins à la mer qui est assez inédit, même par rapport au temps de la guerre froide. Alors évidemment, on voit toutes les limites de l'armée russe en Ukraine, par un défaut de commandement, par des problèmes de logistique, mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont très sérieux dans leur développement, ils ont développé un certain nombre d'armes modernes, et c'est pas parce qu'ils ont du mal à percer en Ukraine que c'est pas une menace réaliste, en tout cas pour leurs sous-marins, et c'est vraiment une menace réaliste. Et puis pour terminer ce tableau du réarmement mondial, de ce rééquilibrage de la puissance militaire, eh bien les mêmes causes ayant les mêmes effets, on retrouve également au niveau régional des pays qui sont en train d'émerger comme grandes puissances navales, la Turquie en Méditerranée, l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, etc. Donc on voit ce qu'on pourrait appeler la conclusion partielle, comme on dit à l'école de guerre, c'est que finalement nous sommes en train de perdre la domination militaire mondiale. On a faut pas s'en inquiéter, mais en tout cas on a un rééquilibrage total de la puissance militaire, et puis on a une période où finalement les rapports de force payent. J'y reviendrai en conclusion. Deuxième rupture, qui est tout aussi importante que la première, c'est les conséquences de la mondialisation. Je crois que quand on parle de la mondialisation, beaucoup commentent, mais finalement il faut en retirer le substrat stratégique. D'abord, la mondialisation, c'est l'interpénétration et l'enchevêtrement des frontières de la sécurité et de la défense, du civil et de militaire, de la guerre et de la paix, et de l'extérieur et de l'intérieur. Donc on voit bien que ce qu'on a aujourd'hui, c'est finalement un nouveau brouillard. Alors quand je dis ça, ça fait référence à Clausewitz et au brouillard de la guerre, mais c'est vrai que on peut pas séparer les problèmes extérieurs et les problèmes intérieurs. On l'a vécu avec le terrorisme, l'action des armées au loin, l'action des forces de sécurité au près, la guerre et la paix qui n'existent plus formellement. Ça fait bien longtemps qu'un pays n'a pas déclaré la guerre, mais finalement on est dans une zone de crise permanente. Et puis la mondialisation, c'est aussi la dilution des notions de souveraineté et propriété. Rappelons-nous les réactions au moment de la crise Covid, où finalement on a découvert qu'on était passé par
une politique. Il y a 10 ans, on expliquait qu'il fallait plus de stock, ou il y a 15 ans, on expliquait qu'il fallait plus de stock et qu'on aurait toujours des flux. Et ben, on voit que avec la guerre en Ukraine, le blé, ça arrive peu partout. Avec le Covid, les masques, ça arrivait peu partout. Donc on voit que finalement, ce qui a créé, que la mondialisation a créé, qui est cette libre circulation des biens et des données, eh bien aujourd'hui, elle nous a fait passer d'une dépendance choisie à une dépendance subie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va nous amener. Alors, je vous donnerai pas toutes les solutions aujourd'hui, mais en tout cas, ça va nous demander un examen complet qui est déjà parti sur qu'est-ce que la souveraineté, qu'est-ce qu'on veut garder en national, qu'est-ce qu'on veut partager en européen, ou bien qu'est-ce qu'on veut déléguer à quelqu'un d'autre. En tout cas, cet examen, il est indispensable et il est déjà en cours. Dans la mondialisation, il y a aussi les espaces communs. Les espaces communs, ce sont le cyberespace, l'espace exo-atmosphérique et la mer. Et ils ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire ce sont les artères vitales de nos sociétés mondialisées. Si vous voulez lire un document intéressant, lisez le rapport des sénateurs Triard et Lorjou de 2012 sur la maritimisation du monde. Il n'a pas pris une ride. Bonjour Harry. Et il est toujours très d'actualité. Ces espaces communs, ils ont été créés du temps de la mondialisation heureuse pour permettre la circulation libre des biens et des données. Ils étaient, encore une fois, ils avaient les mêmes caractéristiques. On pouvait aller d'un point à un autre sans entrave. On pouvait aller, ces espaces n'étaient pas militarisés ou arsenalisés. Et puis, c'était des espaces qui étaient libres de droit, si je puis dire. Je reprends les 3 espaces, cyber, espace exo-atmosphérique et la mer. Aujourd'hui, on voit que ces 3 espaces sont en train de se militariser, sont en train de s'arsenaliser et sont en train d'avoir des tentatives de préemption et de propriété. Donc on voit bien que là aussi, on est en train de changer. Alors si je m'arrête 30 secondes sur la mer, je vous l'ai dit, la mer c'est 80% du commerce mondial, c'est-à-dire que c'est 80% de ce que vous consommez au quotidien. Ça veut dire si demain les flux maritimes, je vous rassure, ça n'arrivera pas, si les flux maritimes s'arrêtaient d'un bloc, eh bien vous aurez 20% de choses qui resteront dans les magasins. Vous aurez plus de voitures parce que les microprocesseurs sont fabriqués à Taïwan. Donc on serait dans une situation extrêmement délicate. Alors cela veut dire qu'il faut à tout prix sécuriser ces flux dans les 3 espaces. L'espace cyber, aujourd'hui, est constamment l'objet d'attaques. L'espace exo-atmosphérique, qui était un espace dans lequel le traité de l'espace avait prévu qu'on n'ait pas de déploiement d'armes de destruction massive. On n'en a pas, je vous rassure, mais on voit bien que là aussi, on a des satellites rôdeurs, on a des capacités de destruction des satellites de la Terre vers l'espace, on a des capacités d'aveuglement des satellites, donc on voit bien que là aussi on est en train de se militariser doucement. Et puis la mer, on en a la démonstration assez flagrante aujourd'hui avec le blocage ou en tout cas les entraves de circulation dans le détroit de Bab el-Mandeb qui font que tout l'essentiel du trafic conteneur a été obligé de se détourner par le cap de Bonne-Espérance, donc ici, alors qu'avant la route la plus courte évidemment était par Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Donc on voit que là aussi, la liberté de navigation, qui était un principe de base de l'époque précédente, est remise en cause par diverses personnes. La Chine ne veut pas qu'on passe partout dans les mers de Chine. Les Houthis aujourd'hui nous font des misères à Bab el-Mandeb. En 2019, c'était des pétroliers qui explosaient mystérieusement dans le détroit d'Ormuz. Donc on voit bien que là aussi, on est en train d'arriver à une espèce de conflictualisation de ces espaces communs qui, encore une fois, avaient été créés comme des espaces de liberté. Un deuxième espace qui s'enchevêtre avec la mer, ce sont les câbles sous-marins. Aujourd'hui, il faut être conscient que par ces câbles sous-marins passent 99% des communications Internet intercontinentales. Ça veut dire que votre téléphone portable, à chaque fois que vous l'utilisez, ça part dans les câbles sous-marins.
je crois me rappeler que c'est de l'ordre de 5 zeta-octets par an. Un zeta-octet, c'est 10 puissance 21 octets, c'est des milliards de vidéos haute définition. Et ce trafic, il s'explique aussi parce que la plupart des clouds des pays européens se trouvent aux États-Unis et que donc on fait des allers-retours permanents. Vous voulez charger une vidéo sur votre téléphone, on va la chercher aux États-Unis et elle revient à la vitesse de la lumière par ces câbles sous-marins. Si je mets en exergue ça, c'est parce que bien sûr, ça pose un problème de sécurité. Là aussi, il faut qu'on soit sûr que personne vienne attaquer ou viennent espionner ces câbles sous-marins. Et c'est quelque chose qui a été mis en lumière, alors pas tellement sur les câbles, mais sur les infrastructures sous-marines, par l'explosion des gazoducs Nord Stream en Baltique, et puis par un fait qui est passé dans la presse qui est moins connu, c'est que les Norvégiens, en 2021, se sont fait dérober 5 km de câbles par une puissance étrangère non connue. On imagine que comme c'est en Norvège, c'est pas le Bangladesh qui l'a fait. Mais en tout cas, on voit bien que beaucoup de pays aujourd'hui s'intéressent à ces câbles sous-marins et commencent à regarder. Ça nous a amené dans les années 2015 à mettre en place des moyens de surveillance des câbles sous-marins pour être sûr qu'il n'y aurait pas trop d'intrusion à ce niveau-là. La troisième rupture... Pardon, il faut que je fasse sous... Ah oui, pardon. Pour ce qui concerne la mer également, qui est un cas un peu particulier, on voit aujourd'hui que la mer, qui était un espace de liberté, un espace de flux, eh bien aujourd'hui, on a beaucoup de pays qui cherchent à s'approprier un certain nombre de zones. C'est ce que j'appelle les nouvelles frontières. Donc on passe d'un espace de liberté à un espace de flux à un espace de nouvelles frontières. Et ça, on le voit au niveau de la mer de Chine, on le voit dans l'est de la Méditerranée, on le voit un peu partout et on le verra demain en Arctique, puisque avec la fonte des glaces, l'Arctique va être plus favorable à la prospection de gisements de minerais, de pétrole ou de gaz. Donc, alors si on voit ça, c'est qu'en fait les ressources s'épuisent à terre, et dans ces ressources, il y a la ressource halieutique. La ressource halieutique, aujourd'hui, c'est 50% des besoins en protéines de l'humanité, et on voit tous les enjeux qu'il y a autour de cette ressource halieutique, et des pays comme la Chine veulent étendre leur zone maritime en partie pour ça, et beaucoup en mer de Chine, on y reviendra. D'ailleurs, l'image que vous avez au centre, en bas, ce sont des centaines de chalutiers chinois qui sont envoyés dans les zones d'intérêt des pays voisins pour faire de la politique de fait accompli et dire, puisque nous sommes là, c'est à nous. Donc on voit là aussi que c'est en train de se transformer. La troisième rupture ou troisième tendance lourde, c'est ce que j'appelle l'âge de l'impatience, que j'ai voulu illustrer ici par les déploiements, les déploiements prépositionnés de la Marine nationale. Alors ce que j'appelle moi l'âge de l'impatience, c'est pour traduire le fait que les sociétés occidentales sont devenues très court-termistes. L'historien Brodel appelait ça le temps de l'immédiateté, je crois. Mais en tout cas, on voit bien que nos sociétés occidentales sont devenues très court-termistes parce que d'abord leur rythme s'est accéléré en même temps que l'accès populaire aux technologies numériques, et en particulier avec l'avènement des réseaux sociaux, mais aussi parce que le rythme politique de décision des démocraties s'est accéléré en raison d'élections rapprochées. Et donc on voit que tout ça attire de l'immédiateté de la décision. Alors il y a plusieurs conséquences. La première conséquence que moi j'ai vécue quand j'étais patron des opérations interarmées à l'état-major des armées et puis chef d'état-major de la marine, et comme chef d'état-major particulier également, c'est l'exigence de résultats rapides. On assiste aujourd'hui à une espèce de contraction des temps politiques, médiatiques et militaires, c'est-à-dire que n'importe qui est capable de déclencher un événement de portée mondiale n'importe où dans le monde en prenant une photo, avec un peu d'émotion, c'est mieux, et tout de suite après, eh bien, les médias s'en emparent, et tout de suite après, les politiques demandent aux militaires, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Madame la directrice du cabinet, vous vous rappelez de quelques épisodes probablement de l'Élysée. Mais on voit bien que donc on doit être capable à la fois, et c'est un vrai problème pour les militaires parce que on a besoin parfois d'avoir le temps de l'analyse. Or, on navigue souvent avec ce temps de l'immédiateté dans le temps de l'émotion. Et donc, il faut réagir rapidement, il faut montrer qu'on est capable de faire quelque chose,
mais en même temps, il faut qu'on garde le recul nécessaire pour se faire une image complète de la situation. Parfois, ce que rapportent les médias, c'est une toute petite fraction de la vérité, et donc le rôle d'un CEMP en particulier, d'un chef d'état-major particulier, c'est de demander au président de la République un peu de temps, c'est pas toujours facile, mais un peu de temps pour prendre le temps de l'analyse et de voir l'ensemble de l'image avant de déclencher une opération militaire. Alors, ce dispositif prévisionné, j'ai pris celui de la marine, mais j'aurais pu prendre celui de n'importe quelle armée, il est important parce qu'il nous permet de donner une première réponse. On appelle ça aller éteindre l'incendie avec un extincteur avant d'être obligé d'envoyer les Canadair. Mais ça nous donne aussi une capacité de réaction rapide. On l'a encore vu il n'y a pas très longtemps avec les événements au Soudan, où la France a été le seul pays capable d'évacuer les ressortissants rapidement grâce au délai de réaction de l'armée de l'air et de la marine. Donc on voit bien qu'on a cette exigence de résultats rapides désormais. La deuxième conséquence de cette entrée dans l'âge de l'impatience, c'est l'impuissance des organisations trop lourdes. C'est-à-dire que comme pas mal de pays pratiquent la politique du fait accompli, eh bien si on a une organisation trop lourde, militaire, diplomatique ou politique, eh bien on prendra trop de temps à prendre une décision, et pendant le temps qu'on prendra à prendre cette décision, eh bien le fait accompli s'installera et on ne pourra plus revenir en arrière. Donc ça veut dire qu'il a fallu rebalayer, et c'est une des raisons pour lesquelles on est passé en système de conseil de défense hebdomadaire en 2016, c'est pour avoir cette capacité à rebalayer tous les événements en permanence et avoir un système de réaction rapide, si je puis dire. Et puis la troisième conséquence de cet âge de l'impatience, c'est également un combat permanent entre le temps court et le temps long. Le temps court, c'est le temps politique, c'est celui qui a besoin d'avoir des résultats rapides, et le temps long, c'est le temps stratégique, celui qu'il faut pour bâtir des armées, pour bâtir un système indépendant de production d'énergie spatiale, etc. Je donne simplement toujours un seul exemple, le temps de vie d'un sous-marin nucléaire d'attaque de type Barracuda, entre le moment où on le dessine, où le premier dessin est fait, le premier besoin opérationnel est exprimé, et sa fin de vie, il se passe 60 ans. 60 ans. Ça veut dire que 60 ans, si mes calculs sont bons, ça fait 12 quinquennats. Ça veut dire que pendant 12 quinquennats, il faut qu'on ait la volonté politique de construire ces outils de défense. Je pourrais faire la même démonstration avec les chasseurs Rafale, avec le porte-avions, avec d'autres sujets, d'autres objets particulièrement lourds. Mais ça veut dire qu'il faut, ça impose une constance politique. Et constance politique qui est difficile parce que dans le même temps, par tranche de 5 ans, il faut résoudre des problèmes immédiats de nos concitoyens. Et donc c'est ce que j'appelle le yin et le yang de notre démocratie, c'est-à-dire cette lutte permanente entre le temps long et le temps court, et qui c'est pas parce qu'on doit faire du temps court pour répondre aux préoccupations de nos concitoyens qu'il faut oublier le temps long, sinon dans 10 ans on le paiera cher. Et ça c'est pas si facile que ça à faire. La quatrième rupture, c'est ce que j'appelle la fulgurance de l'évolution technologique. Il y a 20 ans, lorsque nous étions à l'IHEDN, cher Bertrand, chère Elisabeth, on parlait beaucoup de RMA. La RMA, c'était la révolution dans les affaires militaires, Revolution in Military Affairs en américain, et dans laquelle on expliquait doctement que finalement on était certain d'avoir l'avantage technologique sur tout le monde et tout le temps. Eh bien, aujourd'hui, on en revient un peu, puisque dans cette tranche de 20 ans, on a vu les autres pays, et en particulier les pays asiatiques, monter en puissance très très rapidement sur le domaine technologique. Et on a vu un deuxième phénomène qui est ce que j'appelle la vulgarisation technologique, c'est-à-dire que la démocratisation de la technologie, eh bien, ça a mis des outils particulièrement puissants, en particulier à disposition des organisations terroristes. J'ai été très surpris de voir les réactions des gens lors des attaques du Hamas en Israël en octobre dernier, où on parlait de drones, on parlait de messagerie cryptée, on parlait de parapentes, etc. utilisés, mais ça fait 15 ans.
que ça arrive. Ça fait 15 ans qu'on voit bien que cette vulgarisation technologique, eh bien, elle peut servir aussi nos adversaires. Il faut se rappeler quand même d'où on vient. Il y a, au siècle dernier, l'Occident, donc États-Unis et Europe, avaient tout inventé. Ils avaient inventé la machine à vapeur, l'électricité, Internet. Aujourd'hui, quand on parle de quantique, quand on parle de quantique, de physique quantique, pardon, pas de chanson, de physique quantique, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'hyperconnexion, eh bien, nous sommes en concurrence directe avec l'Asie. Et donc, cet avantage technologique qu'on avait, il est en train de disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on est nul, que j'entends souvent les médias expliquer qu'on ne sait plus rien faire. Si, on sait faire, mais on a une concurrence qui n'existait pas auparavant. Et cette fulgurance technologique, elle est tout à fait importante. Moi, je pense que c'est notre premier combat. C'est notre premier combat parce que celui qui perdra la bataille technologique, il perdra la bataille des normes et des standards. Ça veut dire qu'il se fera imposer les normes et les standards par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on voit bien les combats que se mènent les États-Unis et la Chine dans ce domaine. Je reviendrai tout à l'heure, mais l'Europe, on n'est pas nul, loin de là, contrairement à tout ce que je peux entendre dans les médias. On a de la technologie de haut niveau. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas la masse. C'est-à-dire que face à des États-continents, eh bien, il faut qu'on soit plus performant en termes de masse. Et ça, c'est l'Union européenne qui peut nous la donner. Et je reviendrai aussi dans mes conclusions. 5e rupture. Je vous rassure, il y en a que 6. La fulgurance technologique, c'est l'arrivée des stratégies hybrides. Alors, les stratégies hybrides, ce qu'on appelle stratégie hybride, c'est finalement tout ce qui allie action militaire, propagande, désinformation, cyber, action déstabilisatrice, conflits régionaux, démonstration de puissance, emploi des mercenaires, etc. Cette notion d'hybridité, elle n'est pas nouvelle. Dans toutes les guerres qu'on a vécues, on avait des stratégies hybrides qui s'appelaient la propagande, qui s'appelait la désinformation. Mais elle était, par rapport à ce qui se passe maintenant, elle était assez balbutiement. En fait, ce qui a profondément changé dans ces stratégies hybrides, c'est qu'on a aujourd'hui une désinhibition de certaines dictatures qui n'hésitent pas à conjuguer mensonges, agressivité, violation ou interprétation du droit international. On a aussi l'émergence des réseaux numériques et sociaux qui sont particulièrement propices aux actions déstabilisantes. Et puis on a, j'en ai parlé tout à l'heure, la démocratisation technologique qui met des outils informationnels à la portée de tous. Donc finalement, ces stratégies hybrides, c'est des tentatives de déstabilisation d'États. On l'a vu lors des élections américaines, par exemple, la dernière fois. Ça peut être aussi des actions de déstabilisation de démocratie. Et là où il faut être vigilant, c'est que, en fait, nos démocraties occidentales, elles sont beaucoup plus sensibles que les dictatures. Parce que la liberté de parole est plus grande, parce que la liberté de la presse, fort heureusement, est totale, parce que les réseaux sociaux sont accessibles à tous. Donc ça veut dire qu'on a une vulnérabilité qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça d'ailleurs que lors de la dernière revue nationale stratégique sont apparues deux notions tout à fait nouvelles, qui sont celles de l'influence, c'est-à-dire comment lutter contre la désinformation, comment faire valoir nos positions, etc. Donc c'était en 2022. Et puis la deuxième notion, c'est la résilience, qui est un sujet vraiment, c'est-à-dire comment nos sociétés peuvent résister à toutes ces tentatives de déstabilisation, à ces mensonges permanents mis sur Internet. Pour ça, les Russes sont champions du monde, les usines à trolls, ça existe. On voit bien qu'on a un petit problème. Donc ça veut dire que cette combinaison d'actions coordonnées qui a pour but de déstabiliser, il faut y prendre vraiment garde. Alors, je vous rassure, tout ça est bien pris en compte, ça sera ma conclusion d'ailleurs pour vous rassurer, tout ça est bien pris en compte dans les stratégies nationales et européennes, mais en tout cas, on voit bien qu'on est dans quelque chose qui peut agir juste sous le seuil de conflictualité et avoir des conséquences extrêmement graves. Et la dernière rupture que j'évoquerai, je vous ai dit que j'avais longtemps hésité à le mettre dans les ruptures, mais je l'ai mise finalement, c'est les conséquences du dérèglement climatique
Je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut prendre en compte. Pourquoi? Bien simplement parce que la sahélisation de l'Afrique va entraîner des flux d'immigration internes et externes, parce que la première immigration en Afrique, elle est interne, elle n'est pas externe. Mais en tout cas, on voit bien que ça va bouger. Les guerres de l'eau, je me rappelle avoir fait une fiche au président Chirac il y a 20 ans en expliquant au train où ça part, bientôt on aura des guerres de l'eau dans les bassins de l'Euphrate et du Nil. On y est. Donc la guerre de l'eau douce, j'entends. Donc on voit bien. Le stock halieutique, j'en ai parlé tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on autorise la pêche illégale, sinon on va gager l'avenir de l'humanité. Donc tout ça pour dire, quand j'ai parlé de ça au One Ocean Summit, tous les mouvements écologistes sont venus me voir en me disant mais c'est quand même dingue, c'est un militaire qui explique qu'il faut s'intéresser des problèmes environnementaux. Et j'ai répondu oui, parce que ces problèmes environnementaux, ça n'est ni plus ni moins que le ferment des crises de demain. Et que si on ne les règle pas, eh bien on aura tout ça puissance 10 demain. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, après beaucoup d'hésitation, dans les facteurs de rupture et non pas de continuité. Donc voilà, dessiner à grands traits les tendances de notre monde. J'espère pas vous avoir inquiété. Il ne faut pas être inquiet de ce monde. Simplement, ça va être un monde nouveau. Il faut rebalayer tous les modèles qu'on a établis dans le monde précédent, qui était le monde post-guerre froide, un monde dans lequel on n'aura plus la domination, l'Occident, on n'aura plus la domination technologique et militaire. Pour autant, de nouveaux équilibres vont s'établir, et c'est ça qu'il faut prendre en compte désormais. Il faut se réintégrer dans ce monde nouveau. Je me rappelle avoir discuté avec un diplomate chinois qui me disait « mais c'est beaucoup plus difficile pour vous, parce que nous, notre maison, on l'a construite, alors que vous êtes obligés de la rénover. » Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Ça veut dire que il faut surtout pas, notre erreur fondamentale serait de rester sur le modèle d'avant et de s'y accrocher. Il faut reprendre le nouveau modèle, puis rebalayer il faut reprendre ce nouveau paradigme stratégique et rebalayer tous nos modèles au vu de ça. Ce qui est certain, c'est qu'on sera plus dans le triptyque paix, crise, guerre. On sera dans un triptyque beaucoup plus flou qui sera compétition, contestation, confrontation. C'est-à-dire qu'on va voir des compétitions s'organiser en particulier sur le plan technologique, mais pas seulement. Des contestations de frontières, on y est, et des confrontations, on le voit également. Donc avec une redistribution de la puissance. Une fois que j'ai dit ça, il ne faut pas se condamner à la spirale de conflictualité non plus. C'est-à-dire que certains pourraient dire, allons-y, appelons à la militarisation générale, etc. Si on fait ça, on va se condamner dans une spirale de conflictualité qui ne pourra pas s'arrêter. Donc moi, je suis de ceux qui considèrent que le président de la République a raison quand il appelle au dialogue. Il faut qu'on continue à promouvoir le dialogue. Il a raison quand il appelle à promouvoir le droit international. Il faut qu'on soit extrêmement rigide là-dessus, sur ce respect du droit international. Et il faut conserver notre capacité d'indignation contre ceux qui seraient tentés de ne pas le faire. Je crois que c'est tout à fait important. Et croyez-moi, je vais y venir tout de suite, dans le monde, il y a plein de pays qui pensent comme nous. Il n'y a pas que des velléitaires qui veulent se taper dessus. Il y a plein de monde qui ne veulent pas rentrer dans un affrontement Chine-États-Unis, qui ne veulent pas rentrer dans un affrontement États-Unis-Russie, et qui veulent au contraire appeler au dialogue. Pour autant, il ne faut pas être naïf, il faut se préparer quand même au pire, tout en espérant le meilleur. Alors, un mot sur la France, parce que c'est une... Alors, là, en fait, je vais répondre aux deux premières questions. Alors, c'est une technique assez bien rodée, c'est-à-dire que je pose des questions et je fais les réponses. Comme ça, c'est un peu plus facile pour moi. Mais en tout cas, il y a deux questions qui viennent à l'idée immédiatement. La première, c'est et la France dans tout ça? Est-ce qu'il faut croire tous ces misérabilistes qui, soir après soir, nous expliquent qu'on est foutu, que ça ira pas bien, que vraiment on va vers un monde très difficile, et puis que la France n'est plus ce qu'elle était? Eh bien, permettez-moi d'essayer de vous convaincre du contraire. La France a une voix qui porte dans le monde. Elle a souvent la voix de la raison. Elle est membre du Conseil, membre permanent
du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas rien. Elle a sa propre force de dissuasion nucléaire. Merci le général de Gaulle d'avoir pensé la France comme une nation autonome et indépendante. Ça nous permet de faire face à ce monde nouveau avec plus d'arguments sans doute, ou plus de sécurité en tout cas que certains de nos voisins, puisqu'on est à la fois indépendant, pratiquement indépendant sur le plan énergétique, et qu'on a une force de dissuasion indépendante. Si j'ai mis un sous-marin également sur cette planche, c'est aussi pour vous rappeler que si on est capable de faire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont la machine la plus complexe que l'homme ait jamais inventée, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est 1 million de pièces, et ces 1 million de pièces, elles sont toutes françaises. On serait pas capable, il y a 4 pays qui sont capables de faire ça dans le monde, la Chine, les États-Unis, la Russie et nous. La Grande-Bretagne achète ses missiles aux Américains, donc ne peut pas être tout à fait rangé dans cette catégorie. Donc si on n'avait pas le niveau technologique, si on était aussi mauvais que ça, on n'arriverait pas à faire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on n'arriverait pas à faire le Rafale, cher Bertrand, on n'arriverait pas à faire Scorpion comme on le fait aujourd'hui. On a un niveau technologique important et il faut en être fier, mais surtout il faut en être conscient. Et donc refuser ce débat permanent en disant mais est-ce qu'on est devenu mauvais? Simplement, j'y reviendrai, on n'a pas la masse. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui, ça nous demande beaucoup plus de risques dans les investissements que si on avait une masse plus importante. Mais on fait face et je peux vous assurer, pour avoir discuté avec certains de mes camarades américains, on n'a pas à avoir honte de la technologie française aujourd'hui, et pas seulement dans le domaine de la défense, parce que je pourrais citer l'aéronautique. Airbus est un concurrent très sérieux de Boeing, je pourrais citer l'espace, je pourrais citer le nucléaire civil, etc. Donc on a un niveau technologique qui est bon, on va être challengé par d'autres sur ce niveau technologique, mais en tout cas il est extrêmement important. La troisième raison pour laquelle nous restons une puissance, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'espace maritime, non pas parce que je suis marin, mais parce que ça nous rend voisins du monde. Vous avez parfaitement raison, c'est l'expression que j'ai trouvée. Moi, quand je me baladais aux côtés des présidents de la République partout dans le monde, quand j'étais chef d'état-major de la marine, et que j'arrivais dans n'importe quel pays, eh bien, j'étais pas reçu en étranger, j'étais reçu en voisin. Parce que vous l'avez souligné, je ne veux pas le répéter, mais tous nos territoires ultramarins nous donnent ce statut de voisin du monde qui est extrêmement important. Parce que ça nous donne accès à toutes les organisations régionales. Il n'y a pas un autre pays au monde qui est capable qui a cet avantage-là. Donc, pensons à ça. La francophonie qu'il faut pas sous-estimer. Là aussi, j'entends dire, ah oui, mais si on parle pas anglais, on est foutu. Non, quand on voyage, on trouve encore beaucoup de pays qui sont francophones et qui sont fiers de l'être. Et puis, c'est ce que j'ai essayé de mettre sur la petite image qui est dessous le président de la République, c'est qu'on est une nation de valeurs. Parce que quand je parlais tout à l'heure de voisins du monde, en plus, on a l'avantage d'être un voisin plutôt sympa. Nous, on n'enquiquine personne, on ne veut pas prendre des gages territoriaux sur le pays d'à côté. Et cette capacité à propager des valeurs positives, elle est reconnue dans le monde, croyez-moi. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de pays qui nous admirent, je crois que le mot n'est pas trop fort, pour ça. Donc on a ce rôle, et il faut qu'on le conserve, ce rôle de puissance promouvant nos valeurs à nous, les siècles de lumière, mais pas seulement, nos valeurs républicaines, et c'est quelque chose qui passe extrêmement bien. Alors, est-ce qu'on a pris conscience de ce nouveau monde, qui est la deuxième question après la première, qui est la France est-elle toujours une puissance, à laquelle je réponds sans ambiguïté oui. Eh bien, la deuxième, c'est est-ce que nous avons pris conscience du changement du monde? Et la réponse est aussi sans ambiguïté oui. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, on s'est inscrit dans cette nouvelle dynamique de stratégie de puissance. Les deux dernières lois de programmation militaire sont là pour le voir. On a pris en compte tous les problèmes de stratégie hybride. Rendez-vous compte, il y a 10 ans, les cybercombattants du ministère des Armées, c'était
200 personnes, aujourd'hui c'est 6000. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui défend les infrastructures étatiques, ils étaient moins de 100 il y a 10 ans, ils sont aujourd'hui 600. Donc on voit bien qu'on a pris en compte tout ça et que c'est en train d'être pris. Il y a quelque chose qui a été un changement fondamental, qui a été le passage des conseils de défense. Alors les conseils de défense, c'est ce qui réunit les principaux ministres régaliens pour traiter des opérations militaires et des affaires de sécurité intérieure. Le président Hollande a décidé de passer le rythme de ces conseils de défense. C'était le lendemain de mon arrivée à l'Élysée, à la suite des attentats de Nice. Il a décidé de les passer d'un rythme trimestriel à un rythme hebdomadaire. C'était au départ pour gérer les affaires de sécurité intérieure et les opérations extérieures militaires. Et au fur et à mesure, et après l'arrivée du président Macron, ces conseils de défense ont été transformés pour traiter les opérations militaires extérieures, les opérations de sécurité intérieure, mais en plus les affaires de souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Et c'est là qu'on a vu l'élargissement des sujets et donc de l'auditoire également des conseils de défense, puisqu'on est passé de seulement les ministres régaliens à une variété selon le sujet plus importante de ministres, mais on y traite aujourd'hui des problèmes de l'espace, des câbles sous-marins, du cyber, de l'hyperconnexion, etc. Donc on est armé pour faire ça. Moi je pense que notre système de réaction temps long, temps court, c'est probablement l'un des meilleurs du monde. D'ailleurs on le voit à chaque fois qu'une crise se déclenche, on est capable d'apporter une réponse rapide. Encore une fois, aucun autre pays n'a été capable d'aller chercher ses ressortissants au Soudan à la vitesse à laquelle on l'a fait. On voit également qu'on est capable de prendre en compte le temps long, donc tout va bien de ce côté-là. Alors juste pour passer sur la troisième question que vous auriez pu me poser, que je vais me poser moi-même, c'est l'Europe. Et l'Europe dans tout ça. Et j'ai voulu, sur ce graphique, représenter quel était le poids de l'Union européenne par rapport aux deux super-titans que sont les États-Unis d'Amérique et la Chine, donc ces États-continents. De haut en bas, vous avez les dépenses militaires annuelles en milliards de dollars. Vous avez la part du pays ou de l'Union dans le PIB mondial et vous avez les émissions de gaz à effet de serre. Et vous apercevez que globalement, l'Union européenne arrive à peu près au niveau de la Chine en termes de défense militaire. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai mis dans l'Union européenne nos amis britanniques, ce qui permet de monter un petit peu le truc, mais je pense qu'ils y reviendront un jour ou l'autre, et quand ils auront fait leur expérience du Brexit. Mais en tout cas, on est à peu près avec Union européenne et Grande-Bretagne l'équivalent de la Chine en dépenses militaires. On n'est pas ridicule en part mondiale du PIB. Alors même si les Américains ont profité, le terme n'est pas très joli, mais ont profité de la crise Covid et sont montés à 25% du PIB. Il y a 5-6 ans, on était à peu près à leur niveau. Aujourd'hui, on est un peu décroché, mais on remontera, je n'ai pas de doute. En tout cas, on est au niveau de la Chine. Et puis, on est plutôt un bon élève en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on voit qu'on est seulement le 6e émetteur mondial, tout pays de l'Union européenne confondu. La vérité m'oblige à dire que comme on a délocalisé un certain nombre de nos productions vers d'autres, ça fait gonfler les chiffres des autres et ça va un peu descendre des nôtres. Mais enfin, tout ça pour vous dire que finalement, on n'est pas si ridicule que ça. La différence entre les trois blocs, c'est qu'on a deux blocs homogènes et un troisième qui est l'Union européenne qui est hétérogène. Et ça m'amène sur la question suivante en disant, mais finalement, est-ce que l'Europe progresse assez vite dans ce monde nouveau? Et là, ma réponse sera mitigée, oui et non. Oui, parce que on a fait d'énormes progrès depuis 2015-2017. On a fait d'énormes progrès dans la prise en compte d'une défense commune, vers une Europe de défense améliorée, même s'il reste à faire, mais enfin, je vois le sénateur Triard qui opine négativement. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce qu'on a fait quand même. Le Fonds européen de défense, aujourd'hui, quand je vais dans des entreprises, je vois que toute la partie innovation est gérée par le Fonds européen de défense.
La coopération structurée permanente, qui est les projets par bloc, aujourd'hui on doit être à plus de 80 projets, donc ça n'est pas nul. Je viendrai après, je vous rassure, monsieur le sénateur, sur le côté obscur de mon discours. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, on est quand même en train de monter, en train de prendre conscience. La boussole stratégique qui a été mise en 2022, c'est la première fois qu'on essaye d'avoir une réflexion commune sur les stratégies à venir. Donc on est en train de monter en puissance, pas assez vite à mon goût, mais il y a une montée en puissance quand même. Il y a deux problèmes majeurs pour l'Europe, ou en tout cas 2 épines dans le pied qu'elle devra résoudre. La première, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt stratégique partagé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des pays européens qui regardent plutôt vers l'Est, une partie des pays européens qui regardent plutôt vers le Sud, une autre partie qui pense qu'à faire du commerce, et une dernière qu'on représente, qui a une vision mondiale, parce que nous sommes voisins du monde et que notre histoire nous a valu cette vision mondiale. Donc c'est ça qu'il faudra, parce qu'il n'y aura pas de défense européenne commune si on n'a pas une vision stratégique partagée. Ça a commencé avec la boussole stratégique, il faudra continuer. Moi je pense, et singulièrement, que dans la bataille technologique entre les grandes masses, si on fait bloc, on réussira. Si on ne fait pas bloc, on aura beaucoup de mal et on se fera imposer les normes et les standards par d'autres. Donc ça, c'est la première épine dans le pied, si je puis dire. Et puis la deuxième, c'est la question éternelle entre Europe et de la défense et OTAN. On n'a pas tout à fait la même vision que certains de nos partenaires. Je crois qu'il faut qu'on aille vers une complémentarité assumée de ces 2 organisations. Comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que les États-Unis pourront faire face au dérèglement du monde tout seuls. Donc, pour autant, il faut qu'ils nous laissent un peu respirer et qu'ils nous laissent avancer sur le thème de l'Europe de la défense. Je crois qu'ils commencent à comprendre que c'est un bien pour eux également, parce que le partage du fardeau passera par cela. Et puis c'est un bien pour nous aussi, parce qu'il faut considérer l'hypothèse hautement improbable, j'espère, où les États-Unis se désengagent de la sécurité européenne. En tout cas, quand on voit les dernières déclarations de M. Trump, on peut être préoccupé. Donc, raison de plus pour avancer dans la défense européenne. Moi, l'Europe, j'y crois beaucoup. C'est pas de mal à veille qu'on aura, je pense, une armée européenne. Mais en tout cas, pour revenir sur cette planche, il faut, si on veut faire masse pour le compte, si on veut peser face aux 2 superpuissances, si on veut peser dans le domaine militaire, si on veut peser dans le domaine technologique, si on veut peser dans le domaine diplomatique, parce que si on ne se montre pas fort, on ne sera pas écouté dans le monde que je viens de décrire, eh bien il faut qu'on soit encore plus performant dans notre marche vers l'Europe. Voilà, j'en ai terminé et je suis prêt maintenant à passer à la séance de questions. N'hésitez pas, vous pouvez poser des questions surtout, si elles me gênent, je ne répondrai pas. mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions sur ce que vous voulez. Merci.